Jean-Yves Le Drian. Bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine ont échangé hier au téléphone. C'est le premier échange depuis le 11 septembre 2022. Ouais. Ils ont parlé de l'Iran notamment, mais sur l'Ukraine, Emmanuel Macron a appelé Poutine à un cessez-le-feu dans les meilleurs délais. Les deux hommes ont constaté leur désaccord. On a un peu l'impression que l'histoire se répète, non, 3 ans après? Pas tout à fait, parce que 3 ans après, la Russie n'a pas atteint ses objectifs. D'une part, et que d'autre part, il était opportun, même indispensable de rappeler au président Poutine que on ne lâchera rien. On ne lâchera rien. Le message de Macron, c'est celui-là. Ne vous y trompez pas. Alors on ne lâchera rien, d'autant plus qu'il faut le dire maintenant, parce que au cours des dernières semaines, et singulièrement pendant ce qu'on peut appeler la guerre iranienne, les Russes n'ont pas arrêté de frapper l'Ukraine, de détruire des populations civiles. Il y a eu 5000 drones ou missiles au courant du mois de juin. Mais à l'époque, ça n'avait servi à rien. Les oppositions, notamment, avaient critiqué Emmanuel Macron pour ses coups de fil interminables et vains avec le président russe. Aujourd'hui, vous dites... Ça ne sert pas à rien. Non, ça ne sert pas. D'abord, je suis un peu surpris d'entendre les mêmes personnes souvent dire, quand il y a un dialogue entre Trump et Poutine, où sont les Européens, où est Macron, et quand il y a Macron qui parle, ah mais non, c'est un signe de faiblesse. Donc il faut arrêter d'être aussi contradictoire. Il était essentiel que le président de la République dise à Poutine, en ce moment, on ne lâchera pas. Et c'est d'autant plus indispensable que il y a aggravation de la situation en Ukraine, mais qu'en même temps, c'est bien notre sécurité qui est en jeu, et c'est sans doute la menace la plus importante pour nous, les Européens. J'observe d'ailleurs que ces déclarations du président Macron ont suivi d'autres déclarations, y compris des positions extrêmement fermes des Allemands au cours des derniers jours. Ceci est bien parce que la réalité, il faut bien regarder la réponse de Poutine, la réalité c'est que Poutine ne bouge pas d'1 millimètre depuis 3 ans. Mais précisément, pour ceux qui nous regardent sur le canal 16, on voit des images d'archives qui datent de février 2022. Vous nous disiez d'ailleurs en antenne en les voyant que vous étiez à ces réunions. C'est à Moscou, cette immense table, on se souvient, d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre Vladimir Poutine, parce qu'on est encore dans la crise du Covid. Et les deux hommes dialoguent. À l'époque, on a dit finalement ça n'a servi à rien, ça va empêcher la guerre en Ukraine. Pourquoi aujourd'hui ça servirait à quelque chose? Parce que au bout de 3 ans, le président Poutine continue à jouer avec les Européens sur ses intentions ou pas de négocier un cessez-le-feu, mais qu'il garde sans arrêt ces 4 principes de base. Regardez dans les communiqués que fournit la Russie après les interventions du président Poutine. C'est toujours, il faudra revenir aux causes essentielles, il faudra revenir aux raisons fondamentales. C'est toujours les mêmes mots. Et qu'est-ce qu'il y a derrière ces mots? Il y a 4 choses. Il y a d'une part l'annexion. Il y a d'autre part la démilitarisation, il y a la non-entrée dans l'OTAN et il y a le changement de régime. C'est toujours les 4 mêmes points qui reviennent. Donc il ne bouge pas d'1 millimètre, il joue avec le temps. Et le message du président Macron, c'est de dire, nous aussi, on sait jouer avec le temps et les Européens ne lâcheront pas. Jean-Yves Le Drian, l'Élysée explique que c'est le sujet iranien qui a été le déclencheur de la discussion, le nucléaire iranien sur lequel les deux présidents ont décidé de se coordonner pour résoudre le problème par la diplomatie et de rester en contact pour faire le suivi du sujet. C'est ce que dit la présidence de la République. Vraiment, est-ce que la France peut jouer un rôle dans cette négociation qui nous échappe, qui échappe totalement aux Européens depuis le début ? Ah non. Les Européens, depuis 2015, sont non seulement les signataires, mais les acteurs majeurs de l'accord qui est intervenu entre l'Iran et puis l'ensemble des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est vrai, mais ces derniers mois, les États-Unis négocient avec les Iraniens sans les Européens. Là maintenant, mais il faut rappeler que cet accord-là, je pense qu'on l'oublie, l'accord de 2015, qui vise à cantonner la volonté iranienne d'accéder à l'arme nucléaire pour limiter sa capacité au nucléaire civil, avec des vérifications qui sont initiées par l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui vérifie le respect des textes. Cet accord-là, il est toujours valable. Il est toujours valable alors que l'Iran menace le patron de l'AIEA et alors que les États-Unis ont bombardé les sites nucléaires. Il est toujours en activité et il est signé par la Russie. Et donc la raison de la conversation du président Macron avec le président Poutine, mais je sais qu'il va aussi essayer de contacter les autres acteurs et les autres membres du Conseil de sécurité qui sont partie prenante de cet accord, je pense à la Chine en particulier, ce texte-là existe jusqu'à
octobre 2025. Et donc, il faut que les signataires disent comment est-ce qu'on relance le processus de négociation pour aboutir à ce que cet accord soit respecté et qu'il y ait un vrai cessez-le-feu sur la durée. Pour l'instant, ce cessez-le-feu existe, et tant mieux, mais il faut s'assurer de la durabilité de l'ensemble des engagements. Donc, ça se passe avec les membres du Conseil de sécurité, dont la France. Et ça se passe avec les puissances dotées, dont la France. Donc, la France a tout son rôle à jouer dans cette circonstance. Mais on a l'impression que vous parlez comme s'il n'y avait pas eu de bombardement. Voilà. Si, il y a eu un bombardement. Mais du point de vue iranien, donc, comment est-ce que cet accord de 2015 peut encore être valable après ce qui s'est passé? J'ai vécu pour ma part ces instances de contrôle, parce que dans l'accord de 2015, qui a fonctionné jusqu'en 2018, lorsque les États-Unis étaient toujours acteurs, il y avait des vérifications régulières et on voyait bien comment les Iraniens essayaient parfois de tromper ou de dissimuler, mais il y avait les agents de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui vérifiaient sans arrêt le respect. Il faut poursuivre cela, et le signe de la reprise des négociations sera, de la part des Iraniens, le fait que l'on reconnaisse à l'AIEA le droit de venir constater la situation réelle d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été détruit? Qu'est-ce qui n'a pas été détruit? Est-ce qu'il y a encore des menaces pour que l'Iran se dote de l'arme nucléaire ou pas? On voit bien qu'il y a des discours, qu'il y a une partie théâtrale. On voit bien que le guide suprême dit qu'il a gagné la guerre, ce qui est quand même un peu surprenant et qui ne trompe personne. Mais il faudra poser des actes, et l'acte principal, c'est l'ouverture de négociations sur la base d'une reconnaissance des faits par les responsables de l'agence internationale. Et pourquoi c'est important, Jean-Yves Le Drian? Parce que ça fait un peu plus d'une semaine que le cessez-le-feu est entré en vigueur entre l'Iran et Israël. François Hollande, dont vous avez été le ministre de la Défense pendant 5 ans, disait « c'est une victoire sans lendemain pour Donald Trump ». Est-ce que vous aussi, vous estimez que la menace iranienne n'est pas écartée, que l'Iran voudra peut-être laver l'affront? Rien n'est réglé. Je pense que rien n'est réglé, même si il y a eu un coup énorme porté aux installations nucléaires iraniennes, même si cela va retarder de manière significative sans doute leur programme d'enrichissement de l'uranium. Il n'empêche que rien n'est réglé. Pourquoi? Parce que le savoir-faire est là. Parce que les scientifiques sont là. Parce que la volonté est toujours là. L'Iran pourrait avoir envie de se doter de l'arme atomique? Pardon? L'Iran pourrait avoir envie de se doter de la bombe atomique en représailles? La représaille principale peut être éventuellement que l'Iran se retire du traité de non-prolifération nucléaire. Ce qui serait à ce moment-là, d'une certaine manière, un acte lourd de volonté d'acquisition de l'arme atomique. Nous n'y sommes pas. Mais il faut à ce moment-là que la guerre qui a eu lieu permette l'ouverture de négociations sur la durée. Nous avons toujours été sur cette ligne-là. Ça peut marcher, ça a marché un certain temps. Les États-Unis s'en sont retirés. Du coup, c'est devenu beaucoup plus difficile. Mais ce texte-là est toujours en vigueur. Et donc les Iraniens doivent le savoir. Mais ils doivent savoir aussi que si il n'est pas appliqué en octobre 2015, puisque cet accord va jusqu'en octobre 2015, ça dure 10 ans, alors il y aura des sanctions très lourdes contre l'Iran. Les États-Unis ont stoppé certaines livraisons d'armes. Je vais revenir sur le dossier ukrainien parce que c'est aussi l'actualité de cette nuit et on va parler beaucoup des États-Unis ce matin. Ils ont stoppé certaines livraisons d'armes, notamment de missiles de défense anti-aérien à l'Ukraine. C'est la Maison-Blanche qui l'a confirmé cette nuit. Washington disait s'inquiéter de la baisse de ses propres stocks de munitions. Est-ce que vous dites, encore une fois, que cette guerre en Ukraine, les États-Unis s'en lavent les mains? Ils sont tentés de le faire. Ils l'ont même manifesté d'une certaine manière lorsqu'ils ont voté à 2 reprises aux Nations Unies avec la Russie sur cette question, rompant ainsi l'unité de l'ensemble euro-atlantique qui existait jusqu'à présent sur le constat de l'agression de l'Ukraine par la Russie. Est-ce qu'il faut pour autant faire preuve de fébrilité ou faire preuve de retrait? Pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle le président de la République a fait valoir le côté indéfectible de l'attachement de la France et des Européens à l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ça peut se faire, il vaut mieux que ça se fasse avec les États-Unis, mais si c'est sans les États-Unis, ça se fera sans les États-Unis. Ça n'a pas été dit en ces termes-là, en tout cas au sommet de l'OTAN la semaine dernière. Ça vous inquiète, ça? Parce qu'au sommet de l'OTAN, il y a eu une petite mention de l'Ukraine, en disant simplement que si on s'inquiétait de l'Ukraine, c'est parce qu'il pourrait y avoir des conséquences pour notre propre sécurité. Oui. Ça ne va pas plus loin. La déclaration était assez faible.
Le sommet de l'OTAN était un peu en trompe-l'œil. Le but de la manœuvre était d'éviter quelques esclandres que ce soit. Le but de la manœuvre était aussi de faire en sorte que l'effort financier des Européens pour leur propre sécurité soit augmenté, non pas pour faire plaisir à M. Trump, mais pour assurer notre propre sécurité. Et il ne faut pas se tromper sur le fond. À partir de là, les déclarations sur l'Ukraine ont été, je le reconnais pour ma part, assez faibles, mais ce sont les Européens qui doivent prendre en considération leur propre sécurité et considérer que l'agression à l'égard de l'Ukraine, c'est aussi indirectement une agression contre leur propre sécurité, leur propre autonomie. D'où la nécessité pour les Européens de faire en sorte qu'il y ait des coalitions de puissance capables de montrer aux Russes qu'il y a une capacité de dissuasion qui existe. La dissuasion est totale, elle est à la fois nucléaire mais aussi conventionnelle. Et cet effort de défense-là qui a été engagé en particulier par certains grands pays est tout à fait essentiel, en particulier lié au virage allemand sur le sujet. Les Européens doivent montrer aux Russes qu'ils sont capables d'être puissants, peut-être le montrer aux États-Unis aussi. Donald Trump qui ne comprend que les rapports de force, on voit qu'il est indulgent avec Poutine, mais qu'il marche parfois sur les Européens. Est-ce qu'il faut hausser le ton ? Il faut assurer notre propre sécurité, montrer notre propre force. On peut parler fort quand on est puissant. Et les Européens ont la capacité d'assurer leur puissance, y compris militaire, y compris au sein de l'OTAN. Le président de la République souligne à plusieurs reprises la nécessité de renforcer le pilier européen de l'OTAN. Et c'est bien comme ça qu'il faut agir, renforcer la place des Européens dans le dispositif de l'Alliance Atlantique pour montrer aux États-Unis qu'on est en situation de pouvoir assurer nous-mêmes notre propre sécurité. Il y a un doute maintenant. Il y a un doute. Donc si on laisse le doute se poursuivre, on est en fragilité. Il faut remédier à ce doute en renforçant nos capacités. Je vous demande ça aussi parce que François Hollande, toujours a pointé la faiblesse de la diplomatie du président face à Donald Trump après le sommet de l'OTAN. Emmanuel Macron pense que ses amabilités à l'égard de Donald Trump, parfois même ses interpellations, seront récompensées. C'est méconnaître le personnage. Il ne respecte que ceux qui lui résistent, dit l'ancien président. Oui. Est-ce qu'il appuie là où ça fait mal ? Non, parce que j'ai pratiqué beaucoup la relation Macron-Trump. Je trouve qu'elle n'a pas changé. Le président de la République est tout à fait lucide sur le comportement parfois assez surprenant du président Trump, sur ses logiques, sa versalité de temps en temps pour prendre telle ou telle option. Mais est-ce qu'on est toujours dans la logique du renversement d'alliance ? Vous êtes venu ici en février dernier. Oui, il y a toujours ce risque. C'est un risque où on y est. Est-ce que on est à mi-chemin. À partir du moment où le président Trump a cette forme de mépris à l'égard des Européens, à partir du moment où il y a cette connivence de positionnement autoritaire à l'égard de la Russie, à partir du moment où il veut toujours agir seul, à partir du moment où il engage la guerre commerciale avec les Européens, à partir du moment où ses porte-parole et son vice-président vont en Allemagne critiquer le fonctionnement démocratique, oui, il y a des interrogations sur la solidité du lien. Pour l'instant, au dernier sommet de l'OTAN, ce n'est pas apparu, mais il y a ce doute, et face à ce doute, la seule réponse possible, c'est le renforcement des Européens dans leur propre sécurité. Voilà, des interrogations sur la solidité du lien entre l'Europe et les États-Unis. On a encore beaucoup de questions à vous poser, Jean-Yves Le Drian. Il est 8h46, c'est l'heure du Fil Info. Héloïse Roger. 4 départements toujours en vigilance rouge, canicule aujourd'hui 55 en orange. Les températures vont commencer à redescendre tout doucement. On attend encore 38-39 degrés par endroit à Lyon ou encore à Auxerre aujourd'hui. Quel avenir politique et économique pour la Nouvelle-Calédonie cet après-midi? Le chef de l'État reçoit plusieurs délégations de l'archipel pour entamer des discussions plus d'un an après les émeutes qui ont fait 14 morts. De nouveaux témoignages recueillis à Bitche en Moselle pour des faits d'agression sexuelle, selon ici Lorraine, ex-France Bleu, des faits commis pendant plus d'un quart de siècle par l'abbé Joseph Didelon au collège-lycée Saint-Augustin qui est aujourd'hui fermé. 26 personnes ont saisi l'instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation. Et puis la souscription à la chaîne pour regarder la Ligue 1 ouvre dans un mois, début août, annonce sur France Info ce matin du directeur général de LFP Média, Nicolas de Taberneau. La filiale commerciale de la Ligue de football professionnel a annoncé la création de sa propre plateforme. Pour regarder le match, elle coûtera 14,99 € par mois. France Info. Le 8-30 France Info, Agathe Lambray, Jérôme Chapuis.
Et toujours avec Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Affaires étrangères, représentant personnel du président de la République pour le Liban. On a beaucoup parlé de Donald Trump depuis plusieurs mois, depuis le 20 janvier, son retour à la Maison-Blanche, depuis le début de cette interview. Et on va en parler encore à propos d'Israël et de Gaza. On se pose cette question puisque Donald Trump assure hier qu'Israël a accepté de finaliser un cessez-le-feu de 2 mois dans la bande de Gaza. Le président américain est-il en train de remplir ses objectifs, de réussir son pari au Proche-Orient ? J'attends de voir le contenu. La bonne nouvelle, d'une certaine manière, c'est que le président Trump se mobilise pour l'obtention d'un cessez-le-feu à Gaza. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Reste à savoir comment il va se mettre en œuvre et s'il va se mettre en œuvre. Parce que la situation à Gaza est devenue insoutenable. Le comportement de l'administration israélienne à l'égard du peuple palestinien est indigne. Il est contraire même à l'histoire d'Israël. Moi, je suis de ceux qui ont toujours apprécié dans la démocratie israélienne le respect du droit, le respect de l'être humain. Bref, une histoire, un narratif un peu humaniste, c'est fini. On est dans une espèce de faillite morale de cet État qui le met à l'exclusion de l'ensemble de la communauté internationale. Faillite morale d'Israël ou du gouvernement israélien ? Du gouvernement israélien. Et donc, à vouloir faire la guerre pour faire la guerre, on finit par faire la guerre sans fin. Et je ne vois pas comment le Premier ministre Netanyahou propose une porte de sortie. Pour l'instant, il n'y en a pas. On tue des civils, on les affame, on leur interdit l'aide médicale, on envisage même leur exode, une forme de déportation. Ce n'est plus possible. Vous avez dit qu'on va faire un nettoyage ethnique à Gaza. J'ai dit nettoyage ethnique. Je ne suis pas le seul. Le Premier ministre Olmert, qui a été un Premier ministre actif et vigoureux dans la défense d'Israël, dit la même chose. Le Premier ministre israélien Olmert. Donc, il faut que ça cesse. Parce qu'Israël va être mis au banc des nations. Et si ce que le président Trump veut essayer, tant mieux. S'il essaye d'aboutir au cessez-le-feu, tant mieux. C'est le seul qui a les leviers d'agir aujourd'hui ? Je pense que le fait d'avoir frappé, en Iran, comme il l'a fait, on redonne de la crédibilité aux États-Unis dans la région. Cette crédibilité avait un peu disparu lorsque Obama avait refusé de frapper. Rappelez-vous, en 2013. Là, il frappe. Il dit que c'est pour un coup. Il estime qu'il a réussi son opération. On a vu tout à l'heure que c'était peut-être plus discutable, mais il revient dans le jeu. Alors c'est intéressant parce qu'on va parler du détail des fuites sur cet accord qui est en train d'être négocié. Mais ce que vous venez de nous dire, vous dites que les frappes américaines en Iran ont crédibilisé le discours de Donald Trump. Ça veut dire que d'une certaine manière, il est en train, encore une fois, de réussir la paix par la force, comme il l'avait dit le jour de son investiture. Pour l'instant, non. J'ai dit 2 choses. J'ai dit qu'il avait frappé, que ça recrédibilisait les États-Unis dans la région, mais j'ai dit aussi que pour l'Iran, rien n'était réglé. J'ai dit les 2 choses. Donc je vous les rappelle. Alors, et que ça ne peut se faire que dans la négociation. C'est vrai pour l'ensemble, et on ne pourra régler la situation et la recomposition de l'ensemble de la région que lorsque la question palestinienne sera en voie d'aboutissement. Autrement, on ne fera rien. Ce n'est pas possible. Jamais, par exemple, il y aura une régulation, une normalisation des relations avec l'Arabie Saoudite s'il n'y a pas un projet pour le peuple palestinien. Alors justement, ça fait partie des éléments du plan américano-israélien qui a fuité partiellement dans la presse israélienne. L'un des points de ce plan, ce serait une gouvernance provisoire de Gaza menée par 4 pays arabes. Les chefs du Hamas seraient obligés de s'exiler, les otages seraient libérés, il y aurait un départ volontaire vers des pays d'accueil des Gazaouis qui leur serait proposé, volontaire et pas imposé. Et en contrepartie, Israël soutiendrait la solution à 2 États, à condition que l'autorité palestinienne se réforme. Est-ce que ça vous paraît crédible comme base? Oui, il y a des éléments possibles et des éléments de crédibilité. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup au plan de paix proposé par les pays arabes, y compris à la manière de reconstruire et d'envisager l'avenir de Gaza. Oui, pourquoi pas? Tous les efforts, s'il y a le cessez-le-feu, c'est déjà une avancée, les otages libérés, une avancée, démilitarisation du Hamas, une nécessité, faire en sorte qu'il y ait une structure provisoire pour assurer la sécurité dans la zone et le retrait des Israéliens de l'ensemble de la zone de Gaza, oui, pourquoi pas? Moi, j'attends de voir.
de Gaza, mais pas de Cisjordanie. Ce plan, en revanche, avaliserait l'annexion de parties du territoire. C'est quoi? C'est la réelle politique? Non, c'est pas. Pour l'instant, le plan n'est constitué que de fuites. Donc j'attends que cela se manifeste autrement. Mais du point de vue européen, par exemple, c'est acceptable? C'est à voir. On sait que, par exemple, sur ce sujet-là, le Premier ministre Netanyahou n'aura pas de majorité à la Knesset. Ne serait-ce que là-dessus. Donc, il faut voir comment tout cela avance. Mais ce qui est certain, c'est que le concept d'une conférence sur la solution à 2 États, qui avait été initiée à la fois par le président Macron et par le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, redevient d'actualité. Il faut que, si on veut gérer tout cela, il faut qu'il y ait une discussion internationale pour aboutir à un résultat. Bref, il y a des éléments nouveaux dans cette situation. Je vois un changement quand même considérable par rapport à l'hypothèse de Gaza-Riviera que l'on imaginait il y a encore très peu de temps. Cependant, donc si ça dure, pourquoi pas? Mais il faut mettre les choses sur la table. On entend des choses qui étaient proprement inenvisageables il y a encore quelques mois. On entend par exemple qu'Israël pourrait signer avec son ennemi historique, la Syrie, qu'Israël serait aussi intéressé par un rapprochement avec le Liban. Je rappelle que vous êtes le représentant personnel du président pour le Liban. Tout ça vous semble vraiment crédible, possible aujourd'hui? Je vous dis, on ne pourra avancer dans une définition des rapports de l'ensemble des pays de la région, de manière à ce qu'ils soient en sécurité, que lorsqu'il y aura un projet concernant les Palestiniens. Autrement, ça ne marchera pas. Et donc, il faut que les Israéliens s'en rendent compte. J'ai le sentiment, mais c'est intuitif aussi, que le président Trump s'est rendu compte de cela. C'est nouveau. Est-ce que ça va se traduire dans les actes? On va le voir. En tout cas, c'est une nécessité. Autrement, ça ne marche pas. Alors, la normalisation n'a pas lieu. Il faut donc aboutir à cela et mettre sur la table un scénario qui pourrait permettre un règlement sur la durée de la question palestinienne qui a été évacuée pendant de nombreuses années, y compris d'ailleurs en partie par les pays arabes. Et vous évoquiez à l'instant la conférence sur la solution à 2 États, initiée notamment par la France, qui a été annulée à cause de l'offensive comme par hasard à cause de l'offensive israélienne. En Iran. Oui. Voilà, ce qui arrangeait bien Israël, qui avait fait pression aussi pour que cette conférence ne se tienne pas. Emmanuel Macron, depuis des mois, laissait un peu miroiter le fait que la France reconnaisse un État palestinien. Beaucoup redoutaient que la montagne accouche d'une souris. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vraiment la France a les moyens d'aller au bout sur ce sujet? La France a été l'initiative. La France a une histoire dans la région. La France parle à tout le monde. La France est la seule, avec l'Arabie Saoudite, à avoir proposé un mode de travail qui permettait d'aboutir à la solution à 2 États. Oui, la France joue son rôle, bien sûr. Alors maintenant, la nouveauté, c'est que on entend, mais vous dites c'est des fuites. Oui, ce sont des fuites. On verra le prochain entretien que j'aurai avec vous, on verra si ça a marché. Pourquoi pas? Mais c'est nouveau. Est-ce que c'est un changement de pied de la part des Américains? Pourquoi pas? J'ai observé, comme vous d'ailleurs, qu'il y avait une attitude parfois différente de la position américaine par rapport à la position israélienne. Parce que les Américains ont commencé les négociations avec l'Iran bien avant les frappes israéliennes. Et il devait en avoir 2 jours après les frappes israéliennes sur l'Iran, au sultanat d'Oman, il y avait manifestement des avancées qui se profilaient. Ils l'ont fait indépendamment de Netanyahou. Ils l'ont fait indépendamment de Netanyahou aussi lorsqu'ils ont frappé les Houthis et qu'ils ont permis la sécurité en mer Rouge. Ils l'ont fait aussi en négociant la libération d'un otage américain. Bref, et finalement, ils sont pas toujours derrière les Israéliens. Ils sont pas toujours en ligne. Mais là, ils ont repris du poids, faut le reconnaître. Alors, est-ce que ce poids va servir à permettre un processus de paix de se mettre en œuvre? Je le souhaite, mais c'est l'avenir qui va nous le dire. Dans la minute qui nous reste, Jean-Yves Le Drian, je voudrais vous entendre sur la condamnation, la confirmation hier en appel de la condamnation de Boualem Sansal, l'écrivain franco-algérien, 5 ans de prison et accusation d'atteinte à l'unité nationale en Algérie. François Bayrou y espérait maintenant des mesures de grâce. C'est possible? C'est la prochaine étape? C'est insupportable, c'est complètement injustifié. Personne ne pense que ce sont des décisions d'abord de justice. C'est comme pour Christophe Glaise, l'autre journaliste qui vient d'être interpellé. Manifestement, ce sont des décisions politiques.
Des décisions politiques. Et vous voyez un lien d'ailleurs avec la condamnation 2 jours avant avec ce journaliste Je ne sais pas, mais en tout cas, une décision politique suppose une réponse politique. Donc la réponse politique, c'est le président Tebboune qui peut l'apporter. J'espère qu'il l'apportera. Mais la réponse politique côté français jusqu'à présent, parce qu'on a entendu des critiques, dans la bouche notamment de Dominique de Villepin, sur l'attitude de tel ou tel ministre, Bruno Retailleau pour ne pas le nommer. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement ferme sur nos positions et interpeller le président Tebboune, qui, à un moment donné, voulait faire en sorte que les relations s'améliorent entre la France et l'Algérie, pour lui dire, vous avez là l'occasion politique, au moment de la fête nationale qui va se tenir dans quelques jours, de faire preuve de mansuétude et de poser une réponse politique à un acte politique qui a été posé par l'appareil de justice algérien. Donc c'est votre conseil à la diplomatie française aujourd'hui, être ferme avec Alger et leur dire vous avez une occasion, saisissez-la. Oui. Jean-Yves Le Drian était l'invité de France Info ce matin. Merci à vous. Et dans un instant sur France Info, les informés avec Agathe Lambray et Renaud Dely.